L'un des plus grands écrivains francophones, traduit dans le monde entier, Alain Mabanckou est mon invité. C'est un plaisir de le retrouver avec un livre qui fait plaisir, Alain Mabanckou, Le commerce des allongés, votre nouveau roman qui nous entraîne au cœur d'un cimetière où il se passe de drôles de choses, mais surtout, il y a un personnage étonnant. Oui. Qui revient parmi les vivants tout en étant mort, on va dire. Hein. Oui, je pense que je voulais un peu jouer avec cette sorte de peur qui nous traverse alors qu'on peut rire de la mort. Donc ce personnage, c'est quelqu'un qui va et qui revient. Donc il a un double jeu. Il peut voir le monde de l'autre côté et le monde d'ici. Mais en fait, il va regarder tous nos problèmes, puisque s'il est mort, c'est à cause de nous. Oui, on voit sur la couverture du livre, hein, c'est un beau dessin d'Alain Loussal, qui est là parce qu'il est en sapeur, il est habillé, il sort de sa tombe. Oui, parce qu'on a toujours cette sorte de précaution qu'on prend lorsqu'il y a un mort au Congo-Brazzaville ou quoi, il doit aller bien sapé, bien parfumé, comme si ses habits lui permettaient d'ouvrir la route vers peut-être l'explosion, vers la lumière. Il ne faut jamais mourir avec de mauvais vêtements. C'est pour cela qu'on déboursera tout ce qu'il faut pour que le cadavre soit le plus exquis et le plus beau. Oui, c'est une fable, il y a beaucoup d'humour. Et alors surtout, on est à Pointe-Noire. Et à travers ce personnage incroyable, qui va dialoguer avec les autres défunts autour de lui dans ce cimetière du frère Lachaise, eh bien, on va aussi aller dans cette ville, dans cette urbanité de Pointe-Noire, avec tous ces petits personnages. Oui, je pense que j'ai toujours cru que les romans les plus sincères et les plus réussis utilisent beaucoup les personnages secondaires. Donc, il y a une profusion de personnages secondaires dans ce roman, notamment le rôle que vont jouer les femmes à l'intérieur, les femmes du Grand Marché à Pointe-Noire, les femmes qui assistent dans les veillées, les femmes qui viennent pleurer des cadavres, parfois qui ne sont pas les leurs, mais aussi tous ces personnages secondaires qui vont contribuer à la relecture de l'histoire de nos sociétés. C'est-à-dire tout ce qui est corruption, tout ce qui est religion, tout ce qui est sorcellerie. Vous voyez que dans ce livre, il est beaucoup question de sorcellerie, de mythes et de traditions. On en parlait peut-être tout à l'heure dans les coulisses où moi j'étais étonné de voir que par exemple l'affaire Pogba actuellement en France fait des grandes unes, mais l'affaire Pogba c'est comme si je l'avais écrite dans le sens où chez nous on pense que la sorcellerie, c'est quelque chose qui est clair. Quand on me dit que j'ai marabouté Mbappé, je le crois. Et je prends mes précautions pour trouver un autre sorcier qui va contre. Vous, Alain Mabanckou, vous y croyez? J'y crois sincèrement. C'est pour cela que, par exemple, dans le livre, quand vous voyez tous ces gourous dans les églises de réveil qui ont une affection particulière pour les albinos, pour les jumeaux, ça donne quelque chose d'effrayant dans la société. Si pour réussir ou pour avoir du pouvoir, vous êtes obligé de sacrifier les albinos, vous êtes obligé de sacrifier les jumeaux, vous êtes obligés, les présidents, les ministres, d'être entourés des sorciers qui peuvent décider qui tu es dans la société. Donc ce livre, Le commerce des allongés, c'est un regard sur ce que nos traditions peuvent produire parfois de très, très nocif pour la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Oui, alors il faut que Mbappé lise ça. Ça va lui montrer. Mbappé peut lire, moi je pense qu'il va se retrouver sur le Pogba personnage aussi. de Papa Bonheur, Pogba aussi. Oui. Je pense que nous sommes en plein au cœur de ce problème. Oui, Papa Bonheur, tiens, un mot sur ce personnage. Parmi tant de personnages. Mais Papa Bonheur, c'est quelqu'un qui a une église, c'est quelqu'un qui a les ouailles, c'est quelqu'un qui a créé son église, il a ramassé les enfants de la rue, mais au même moment, il fait des pratiques qui ne sont pas tout à fait intéressantes ou bien qui ne sont pas tout à fait recommandables. Notamment, il a une petite armée qui va lui trouver des albinos dans le quartier pour les sacrifier et prendre les partis qui vont servir à consolider son pouvoir. Je voulais tirer cette sonnette d'alarme et dire qu'il faut que nous arrêtions de faire des marginaux. Ils ne sont pas marginaux par choix, ils ne sont pas marginaux par la pauvreté, ils sont naturellement différents de nous. Il faut que nous arrêtions d'utiliser les marginaux comme notre soupape de sécurité, comme des moutons sacrificiels. Et tous ces marginaux, que ce soit les paralytiques, que ce soit les albinos, que ce soit les jumeaux qu'on regarde autrement,
ont longtemps servi d'ingrédients au piège ou même au plan les plus machiavélistes de certains traditionalistes qui ne le sont pas, mais qui sont les anthropophages de nos sociétés. Oui, oui, Zarathustra. On ne s'attend pas à trouver ainsi parler Zarathustra. Le Mais personnage. Un président peut avoir envie de mettre Zarathustra dans tous ses discours, comme ça. Ici, Votre président, alors je ne sais plus le nom qu'il a là, c'est Papa Makonzi Aye. Voilà. Le papa président. Rien à voir avec un président existant au Congo-Brazzaville. J'ai pris le nom de ce président-là grâce à un titre de Kofi Olomide, hein, Papa Mokonzi Aye. C'est-à-dire que voilà, le président est arrivé. Et mon président, il s'appelle Papa Mokonzi Aye, alias Zarathustra. Oui. Parce qu'il aimait toujours terminer ses discours par « Ainsi parlait Zarathustra ». Il pensait qu'il avait découvert la pierre philosophale, mais en réalité, quand le peuple va commencer à l'appeler Zarathustra, peut-être que c'est là que commencera aussi le trébuchement de son royaume. Oui, on y voit les faux prophètes, on y voit la corruption, voilà. on y voit cette société aussi que ce personnage va redécouvrir, voilà. Ce personnage de mort-vivant. Là. Voilà, donc non seulement il y a cette corruption, mais il y a aussi ce qu'on fait subir, par exemple, à l'adolescence africaine. C'est-à-dire que l'adolescence africaine est sacrifiée pour les consolidations de pouvoir des adultes. Donc, dans ce sens, mon personnage, Liwa et Kimakingai, qui va de l'autre côté du monde, quand il revient, c'est en quelque sorte avec le dessein de pouvoir rééquilibrer la chaise un peu claudicante de la société et de dire que tous ceux qui sont du côté du mal doivent payer au peuple ce qu'ils ont fait. Oui, ça se passe, il y a des embouteillages de cercueils dans les rues de Pointe-Noire. Oui. Parce que, non, mais c'est absolument incroyable, parce que ce que le livre raconte, c'est basé sur la vérité. Hein. Bien sûr, parce que lorsque nous étions au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, vous êtes en train de manger et vous voyez un cercueil qui est conduit par des gens parce que le féticheur demande au cercueil d'aller montrer qui a mangé la personne qui est morte. Manger dans le sens qu'il a envoûté, qu'il a vraiment, en quelque sorte, emprisonné pour qu'il meure. Et en général, le cercueil pris de tranche ou le corps va orienter les individus jusqu'au domicile de celui qui est considéré comme le sorcier. Et donc, il peut y avoir un embouteillage. Un cercueil va chercher un criminel de l'autre côté, l'autre cercueil passe au milieu, ça s'arrête un moment et ça donne parfois des scènes cocasses que j'essayais de raconter aussi. Oui, ce qui est fou, c'est qu'au fond, la mort n'y est pas triste dans ce livre. Au contraire, on a l'impression que finalement, les morts regardent et donnent de l'espoir. Je pense que ce que je souhaitais, c'est que ça ne soit pas un livre triste. Ce n'est pas un livre d'oraison funèbre, c'est un livre de la vie. Et c'est parce qu'on tient à la vie qu'on voudrait pointer du doigt ceux qui ont pour peut-être ambition secrète de nous la retirer et peut-être d'anéantir ce qui reste encore d'humanisme chez nous, c'est-à-dire le respect de l'autre, le respect du prochain, que ce soit dans le pouvoir, que ce soit dans la société et que ce soit aussi dans les traditions. Les plus belles traditions africaines sont celles qui nous mènent vers la réconciliation avec nous-mêmes, sont celles qui fédèrent. Toute tradition qui se dit africaine et qui détruit n'est pas substantiellement africaine. Ça, j'ai compris ça en écrivant ce livre. Oui, et les femmes. Elles sont incroyablement présentes dans ce livre. Parce elles sont, on parlait de l'espoir, Alain, mais elles sont cet espoir. Je ne savais pas en écrivant ce livre que j'allais écrire mon livre dans lequel il y aurait beaucoup plus de femmes. Parce que dans un marché, on ne se rend pas compte, au grand marché de Pointe-Noire, les activités sont le plus souvent délaissées ou laissées aux femmes qui contrôlent par leur petit commerce ce qui s'y passe. Et ces femmes sont dans la solidarité parce que quand elles n'ont pas de moyen d'aller prendre les crédits à gauche et à droite, ils font ce qu'on appelle la tontine. On met un peu de l'argent ensemble, puis on donne la totalité à un, l'autre va continuer à cotiser aussi jusqu'à ce que chacun touchera la grosse somme pour réaliser ses projets. Et ces femmes
montre que le pouvoir des femmes n'est pas à sous-estimer en Afrique. C'est tout simplement parce que l'homme croit qu'il a une grosse voix, qu'il va écraser la complainte de la femme qui est derrière. Mais dans ce livre, moi je pense que ce soit la grand-mère Lembe, que ce soit la mère Sabine qui s'occupe vraiment du grand marché de Pointe-Noire, ces femmes fortes et surtout la Jeanne d'Arc africaine qui s'appelle la femme corbeau, qui a été brûlée vive parce qu'il avait ses convictions, refusait l'église coloniale. Eh bien, ces femmes sont vraiment le visage de l'Afrique. C'est incroyablement beau parce que c'est, comme on dit, c'est une fable. On a presque envie, en le lisant, on entend la voix d'Alain. C'est un conteur incroyable et on le voit dans l'écriture. C'est un conte écrit et quelque part, imaginez que ces personnages qui sortent de leur tombe et puis qui puissent dialoguer avec les tombes voisines. Alors il y a le cimetière des riches, hein. Oui, et qui envoie des lumières. Voilà, tout à fait. C'est un livre aussi sur les inégalités sociales. On pense que les inégalités sociales, c'est simplement dans la vie, mais même après la mort, il y a toujours les riches qui veulent être enterrés quelque part où c'est plus riche et les pauvres qui sont repoussés vers le bout de l'autre côté. Nous, on pensait à l'époque que la mort nous rendait tous égaux, mais en réalité, non. Les inégalités se poursuivent jusqu'à l'autre monde. Et dans ce sens, ce cimetière que j'ai créé, qui s'appelle le cimetière Frère Lachaise, qui est en réalité le cimetière de pauvres, fait de la concurrence au cimetière des riches, dans lesquels on construit des somptueuses demeures, comme si les gens resteraient à l'intérieur. Mais l'âme, l'esprit n'a pas besoin d'une maison. L'esprit a des ailes. C'est pour ça qu'il est libre, qu'il vole et qu'il entre probablement dans la prochaine femme qui est enceinte pour habiter dans le corps de cet enfant qui deviendra sans doute celui qui nous sauvera. Oui, c'est absolument incroyable. Alors, des personnages, je pense au DRH. Alors, lui il va détecter les fautes d'orthographe, par exemple. Voilà, sur les tombes, peut se tromper. Bien sûr. Hein? Voilà. Même dans la mort, il y a un directeur des ressources humaines. Oui. Quand, évidemment, dans le cimetière, mon personnage arrive dans l'autre monde, pour gagner du temps, il essaie de corriger les fautes d'orthographe qui se trouvent sur les épitaphes. Il y a une où c'était écrit que son âne repose en paix, parce qu'on avait oublié, le M a tourné comme si c'était un N. Au lieu de dire que son âme repose en paix, c'était maintenant que son âne repose en paix. Est-ce qu'on peut corriger les fautes d'une épitaphe sans que le mort qui est en bas là-bas soit d'accord? Et là commencent peut-être les discours absurdes. Moi, je voulais faire parler les gens comme s'ils étaient en vie. C'est pour ça que c'est un livre plutôt de la rigolade, mais en même temps aussi de la réflexion. Oui, une sorte de carnaval de ces personnages qui reprennent vie comme ça. Mais quand on lit même les premières lignes, et on voit ce personnage qui sort comme ça, on est dans le fantastique. On est dans l'imaginaire qui va nous amener à la réalité ou à regarder la réalité, mais à travers une façon finalement tellement imagé, tellement coloré de voir les choses. Je pense que ce qui était fondamental, c'est de faire surgir quelqu'un de la tombe. C'est-à-dire que personne n'a jamais vu une scène pareille. Comment, par la puissance de la narration, on va créer ce que Mario Vargas Llosa appelait le pouvoir de persuasion. Donc, quand vous mourrez, c'est que vous regardez les choses à l'envers. Et je suis parti de ce fait en convoquant la plupart des contes et légendes que me racontaient mes propres parents et les croyances du côté du sud du Congo pour expliquer peut-être de manière naïve, mais très proche de la réalité, que la vie qui nous attend est peut-être plus complexe que les croquis qui nous ont été proposés jusqu'à présent. Oui, il y a un regard enfantin, presque d'enfant. Oui. Tom Sawyer, de Robin des Bois, des rêves d'enfants, des premiers livres, et puis l'orchestre qui joue avec un bossu. Et comme ça, quand on a ce regard d'enfant, tout finalement, qu'on parle d'un monde un peu extraordinaire ou fantastique créé par le roman, mais le regard d'enfant a ce regard un peu fantastique sur la vie. Je pense que pour écrire, il faut se rappeler qu'on a été un enfant et qu'on le restera jusqu'au bout. Parce que dès qu'on oublie qu'on a été un enfant, l'écriture ne viendra jamais. L'écriture, c'est des petites chambres de votre enfance que vous ouvrez. C'est ce qui vous permettait de croire que tout était possible, tout serait possible. Les adultes ont tué cette crédulité
en posant la question de la raison devant. Si je vous dis que quelqu'un a surgi de la tombe, vous dites c'est pas possible. La raison nous dit que, mais vous perdez le sens de l'imaginaire. Tout le réalisme merveilleux du monde latino-américain, même le réalisme merveilleux qui existe déjà en Afrique, par les auteurs nigérians comme les Chinois Achebe, c'est grâce à cette innocence. L'écriture doit être comme une page vierge sur laquelle viennent tomber des signes. Et l'écrivain, c'est celui qui assemble ces signes pour donner quelques indications à ceux qui viendraient les lire. Oui. Mais au fond, vous nous dites que la mort n'existe pas, que les morts sont plus vivants que les vivants, parce qu'il faut aller... ils nous apportent une leçon de vie, ces Mais morts. bien sûr, écoutez, quand on éclate de rire, on dit toujours je meurs de rire. Voilà, Oui. mourir de rire, mourir de ceci. On est toujours, les jeunes ils disent MDR, hein, donc ils parlent de mourir de rire, éclater de rire, ainsi de suite. Donc les morts aussi rient. Et c'est pour cela que chez moi, ils peuvent boire du vin, ils peuvent faire des discours, ils peuvent revenir dans la ville. Ils vont dans la boîte de nuit, puisque le roman, la place centrale du roman, l'une des scènes principales du roman, se passe dans cette boîte de nuit à Pointe-Noire, qui s'appelle Le Cérémonial, quand le personnage va rencontrer la très belle fille qui fait peur à tout le monde parce qu'elle est trop belle. Les belles, le plus souvent, ont du mal à trouver des cavaliers parce qu'on pense toujours qu'elles sont occupées. Oui. Et ben alors, bon, je sais pas, mais enfin, assister à sa propre veillée funèbre, hein, c'est ce qui arrive à votre personnage, puisqu'il revient en arrière. Oui. Bon, il voit ce qui se passe, ce qu'on dit de lui, ça dure plusieurs jours. Hein. Oui, dans la conception que nous avons, on donne toujours une âme à une personne qui vient de mourir. C'est-à-dire qu'on pleure la personne dans la parcelle, dans un lit, en public. Donc on peut s'imaginer que le mort, il est en train de voir tous les comportements. Qui est venu à ma veillée? Pourquoi un tel n'est pas venu? L'autre, qu'est-ce qu'il fout là alors qu'on n'était pas bien avec lui? Pourquoi un tel est en train de draguer ce... Donc il y a tout un concert qui va se passer autour de cette mort. Donc, moi, j'analyse tout. Les femmes qui dansent, les hommes qui viennent draguer, le petit commerce. C'est pour ça que ça s'appelle le commerce des allongés. Oui. Et les morts, on vit avec. On pense... est heureux, finalement. Ils sont encore, quelque part, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos... Oui, non. Et je pense que le principe serait même de croire dans le fameux poème de Birago Diop. Ceux qui sont morts ne sont pas morts, ils sont quelque part dans le feu qui crépite, etc. Les morts ne sont pas morts, ils sont avec nous. Donc il y a des morts qui sont fantastiques parce qu'ils vous permettent de rigoler et aux éclats. Oui. Et quelle force la littérature donne, Alain, à travers ce récit, cette liberté comme ça, de pouvoir tout inventer, de pouvoir tout imaginer. Je pense que l'imaginaire, c'est le seul pouvoir que l'écrivain pourrait revendiquer. Et c'est ça qui dérange le plus souvent ceux qui sont dans l'obscurantisme et ceux qui veulent chasser les porteurs d'idées. L'imaginaire, on ne peut pas le gommer. Vous pouvez m'enlever tout ce qui est physique, tout ce qui est objectif, me voler mon pays, me voler mon peuple. Mais l'imaginaire, il a des ailes et il continue à s'envoler. Il est comme le fameux albatros de Baudelaire. Et il va se poser un jour et là, la réédition des contes est toujours là. Ouais. Et l'aspect corrosif du livre est là aussi. Il dit des choses très, très fortes. Vous m'avez dit, Alain, la chance, c'est que les dictateurs ne lisent pas. Oui, c'est vrai. Je pense que ils ne lisent pas les livres. Non, je pense que s'ils lisaient les livres, ils auraient pu avoir le temps de corriger un peu les crevasses qu'ils ont étalées autour de la superficie de leur territoire. Nous avons la chance d'écrire les livres que le peuple lit et que les obscurantistes ne lisent jamais. C'est ça la littérature dans les pays comme le nôtre. On écrit, on montre du doigt, mais ceux qu'on montre du doigt ne lisent pas ou font semblant de ne pas lire. Parce que le jour où ils liront, ils comprendront que beaucoup de choses qui sont survenues le sont à cause d'eux. Nous le savons, ils font semblant de l'ignorer. Merci Alain Mabanckou. Ça s'appelle Le commerce des allongés. C'est absolument formidable. J'ai publié au Seuil le nouveau livre événement d'Alain Mabanckou. C'est absolument merveilleux. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup.